Donc le sujet de la supply chain a déjà été un petit peu abordé. Je pense qu'on a parlé de grains de sable, on a parlé de gros blocages, hein. On reparlera de la guerre en Ukraine, mais c'est l'un des points parmi tant d'autres qui font qu'aujourd'hui ça bloque un peu. Alors pour en parler, aujourd'hui j'ai 4 experts. Vous connaissez bien sûr Régis Broudin. Il est président du CESA, mais là maintenant, il est surtout directeur indemnisation marine chez AGCS. Rebonjour Régis. Bonjour. À vos côtés, Catherine Lopez. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes responsable assurance transport chez Sanofi. Tout à fait. Sylvain Mullier, vous êtes directeur des assurances du groupe Bolloré. Alors, pour mémoire, un spécialiste, je l'ai marqué, mais tout le monde le sait, logistique et organisation des flux. Et vous utilisez tous les moyens de la chaîne, on le verra. Enfin, Pascal Tatin, bonjour. Vous êtes référent au sol, référent marchandises dangereuses à la DGAC. Autrement dit, vous êtes à cette table ronde le spécialiste aérien. Comme hier, on a eu la même répartition hier des pieds du transport maritime et aérien. Je disais qu'on a déjà un peu parlé de la supply chain, mais peut-être Régis, vous pourriez nous redéfinir, nous dire exactement de quoi on parle et nous expliquer le fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus shipping, c'est fini. Peut-être pas, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas, quand on parle de supply chain, effectivement, je crois que plus que jamais, notre branche d'activité, marine, maritime et transport, est comprise par les autres branches de nos entreprises d'assurance et mieux comprise par les autres secteurs d'activité. Et je pense aussi mieux comprise par nos familles, nos amis, nos voisins. Et je reviendrai là-dessus, mais je pense que l'Evergiven a été un marqueur en la matière. Donc on a l'idée que le shipping soit plus vraiment la bonne approche de mon point de vue, c'est que on l'a vu avec ces différents événements ces derniers temps, on est plus à considérer maintenant le transport par porte-conteneurs avec ces géants des mers, avec une approche logistique. La distance entre ce qui sépare la terre et la mer, ou la route, hein, parce que Sylvain en parlera, c'est le multimodal. Mais en tout cas, si on parle du bateau, ce qui sépare le bateau de la terre n'existe quasiment plus. Le capitaine seul maître à bord, c'est presque de la légende aujourd'hui, c'est un autre temps. Et oui, on l'a vu avec l'Evergiven. Moi, j'aime à dire que si je prends mon expérience en claim, en indemnisation marine, je crois qu'on peut dire que c'est la première fois qu'un événement maritime qui n'implique aucun drame à bord, aucune vie de passager en risque, qui n'implique aucune pollution par hydrocarbures. Pour la première fois, un événement a été diffusé mondialement par la presse, par les médias mainstream. Pourquoi ? Je pense que c'est tout simplement parce que, et là on arrive sur le sujet de la supply chain, c'est arrivé au même moment que le Covid. Le Covid avait déjà bloqué une bonne partie de la planète depuis 1 an. Et là, on trouvait c'est pas une sardine qui avait bloqué le port de Marseille, c'est un navire qui avait bloqué un point de passage essentiel du trade mondial. Donc là, on parle de plusieurs milliards de trades mondial potentiellement bloqués. Au moment de l'événement, quelque chose comme 360 ou un peu plus navires bloqués à l'entrée du canal, des 2 côtés du canal, donc avec évidemment non seulement les marchandises qui se trouvaient à bord de l'Evergiven, 18 000 conteneurs à bord, étaient bloqués, étaient retenus, ne pouvaient pas être livrés, mais aussi les marchandises se trouvant sur les autres navires bloqués du fait de cet incident. Donc là, on a pris la mesure, je dirais, de ce qu'est la fragilité aussi du transport maritime. Non pas la fragilité, encore une fois, comme je disais, quand l'événement maritime cause des drames ou cause des pollutions, mais quand cet événement maritime peut aussi bloquer une partie de la planète, bloquer le business. Et d'ailleurs, si on continue sur l'Evergiven, on peut dire qu'on a tous eu de la chance que le navire ait pu être renfloué seulement, on peut dire seulement 6 jours
après l'événement, et du fait principalement de la marée de printemps. Hein, parce que bon, moi, je me souviens très bien quand même les premières secondes, les premières minutes de cet événement. Mon rôle aussi chez Allianz était de donner le plus rapidement possible à mon top management, à mon board, une estimation de ce que pourraient être nos engagements. Donc, puisqu'à chaque fois, on peut être impliqué potentiellement sur plusieurs aspects, comme vous le savez, le corps du navire, les marchandises, bien évidemment, et puis éventuellement, pour certains d'entre nous, sur la réassurance du P&I, de l'International Group of P&I. Donc, c'était vraiment, dans les premières heures, d'évaluer ce qui se passerait. Et moi, j'ai fait confiance, pour le coup, aux autorités égyptiennes que la marée de printemps pourrait aider à renflouer le navire. C'est ce qui s'est passé. Donc, je pense on est passé pas loin d'une catastrophe financière liée à l'interruption de la perturbation de la supply chain, qui aurait pu être beaucoup plus importante. Parce que si ce renflouement n'avait pas été possible aussi rapidement, du fait des éléments naturels quand même, bon, 18 000 conteneurs à bord, les circonstances de l'échouement en travers du canal, on imagine qu'il aurait fallu décharger une bonne partie des conteneurs avec des grues spécialisées, etc. Vous le disiez, la supply chain est devenue un sujet grand public, en fait. Oui. Grâce au Covid, grâce à l'Ever Given. Il y a d'autres événements qu'on devrait garder en tête pour peut-être un peu poser ce décor tendu. Oui, alors je pense oui, c'est devenu grand public, mais je crois aussi que ça fait écho avec beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de cet événement. Parce que je crois que c'est le représentant de Vinci hier qui abordait l'élément consommateur en disant bon, ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, mais tout le monde est concerné. Tout le monde s'est rendu compte avec le Covid, mais du coup tout le monde s'est rendu compte aussi avec l'Ever Given que ah oui, quand je commande des biens sur Internet, via le e-commerce, je suis dépendant de tout ce qui se passe. Je découvre que tout ça c'est fragile. Et d'autres événements qui ont pu marquer, beaucoup moins le grand public, comme je disais encore une fois, c'est un fait, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de pollution, quand il n'y a pas de drame à bord, eh bien seul, et on les remercie, et seule la presse spécialisée remonte ces informations. Et on a eu beaucoup d'événements ces dernières années liés, et c'est aussi un des sujets de notre table ronde, liés aux effets du gigantisme. Hein. Ça a été évoqué hier également par Uwe Schieder, même Lars Lange. C'est l'augmentation du nombre d'incendies, on pourra y revenir si vous le voulez, l'augmentation du nombre de cas de conteneurs perdus par-dessus bord, qui de mon point de vue, et pas que du mien, trouvent leur origine dans les mêmes causes, et comme vous l'abordiez en tout début, de cette frénésie quelque part, du e-commerce, qui s'est accentué d'ailleurs après le Covid, hein, ou pendant ou après, encore plus de commandes par Internet, etc., qui fait que le porte-conteneur est sous pression de la demande commerciale, un peu comme, et là c'est l'assureur transport qui sait aussi ce que sont les camions. Hein, les camions depuis longtemps, voilà, on a toujours connu ça, la pression commerciale sur les camions qui ont pu faire que, et la réglementation a changé, les comportements aussi, que les camions soient sous pression, fassent des excès de vitesse dans les ronds-points, heurtent des ponts. Et voilà, donc on a l'impression que le porte-conteneur aujourd'hui, là je provoque, est plus un camion ou un bus sur une route internationale qu'un navire qui navigue au gré des événements naturels et autres. Alors justement, faisons un peu peut-être un tour de table sur ces risques qui touchent la supply chain, vous en avez déjà cité. Catherine, pour vous, quels sont les grands risques aujourd'hui sur votre supply chain? Alors pour nous, les risques importants au sein de cette supply chain qui est animée par le gigantisme, et c'est la conséquence de ce gigantisme nécessaire, et aussi par la nécessité de concentrer les flux dans les moyens de transport pour optimiser le transport. Le premier risque pour nous, c'est la concentration justement des flux dans les ports et les aéroports, qui pourrait générer une importante perte produit, mais aussi une discontinuité, une rupture de la supply chain, avec des impacts patients lourds, puisque nous livrons des produits life-saving, ce qui signifie que nous livrons des produits où si le produit n'arrive pas au patient, son pronostic vital pourrait être engagé
Or, nous sommes tous des patients. Donc cet enjeu, c'est pour nous le plus fort, mais à cet enjeu majeur, ça se joue d'autres enjeux majeurs qui pourraient avoir le même effet, qui sont le risque de pandémie, puisqu'en période de pandémie, nous avons eu des problèmes de capacité. Nous avons eu des problèmes de capacité dans les avions, nous avons eu des problèmes dans les navires aussi, de disponibilité de navires et d'escales en Europe, avec des blank sailing. Nous avons eu aussi des saturations dans les networks portuaires et aéroportuaires d'Asie, avec des contrôles sanitaires, donc des rallongements des délais, des expositions sur le tarmac, avec énormément de déviations de température, qui est le risque majeur en pharma. Et puis des manutentions brutales avec des colis complètement explosés. Donc quand vous avez des seringues et que la seringue est fissurée, le produit ne peut plus être injecté. Donc ça a été une augmentation majeure, une absence de manutentionnaires aussi dans les zones, de chauffeurs dans certains pays. Donc la pandémie est aussi un risque important. À ce risque de pandémie, nous voyons le risque CatNat, qui est très important, lié au réchauffement climatique, l'augmentation des températures, du nombre d'événements, tempêtes, séismes, ouragans et autres. Et demain, peut-être la montée des océans, qui là aussi pourrait impacter. Et puis, à ce risque-là, j'ajouterai 2 grands risques, qui sont le risque de guerre géopolitique, qui est en augmentation partout dans le monde. Et nous devons livrer, y compris dans les pays en guerre, ce qui est vraiment un challenge de tous les jours. Nous le vivons aujourd'hui. Et pour finir, le risque cyber, dont le monde du transport est très exposé au cyber-risque. On l'a vu hier sur le cyber, en effet. Juste pour qu'on se rende compte des volumes que ça représente à un moment T ou dans l'année, c'est quoi les flux pour Sanofi ? Alors, je ne pourrais vous parler que des flux export, parce qu'après, une fois rendus sur les territoires de destination, d'autres flux vont être générés intra-continent, qui peuvent être aussi en multimodal. Donc aujourd'hui, j'ai estimé le volume de flux export, y compris des États-Unis en Europe, pas seulement d'Europe aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, à plus de 450 000 flux. Et vous évoquiez tout à l'heure Roissy, ça veut dire que vous avez quel type de volume qui passe dans une plateforme comme Roissy ? Dans une plateforme comme Roissy, alors je vais fonctionner comme dans le monde du transport en palettes. Je dirais que par an, actuellement, nous avons 6 000 palettes, import-export, qui peuvent circuler, ce qui représente à un moment T un certain nombre de palettes, j'avais estimé entre 190 et 200 à un moment T, qui pourraient se retrouver à l'aéroport entre l'import et l'export et être exposés à un attentat, à un problème d'incendie ou autre. Sylvain Mullier, pour vous, les grands risques de la supply chain, vous retrouvez les mêmes thématiques ou vous avez un point de vue un peu... Alors, on va retrouver effectivement les mêmes problématiques, puisque nous on est j'ai un peu l'habitude de dire, on est l'agence de voyage du colis. C'est-à-dire qu'on va transporter le colis du point A au point B, on va gérer les arrêts dans des phases logistiques, et donc on va gérer tous ces flux. Alors, le problème d'accumulation, il est vrai, il existe, mais c'est pas notre sujet en fait principal. Nous, en fait, aujourd'hui, notre sujet, c'est le gigantisme. Jusqu'à présent, le logisticien, lui, il marchait sur une règle, il était très ingénieur. Il était le just-in-time, c'est-à-dire je ne veux plus de stock, je vais faire venir à droite et à gauche de tous les points du monde mes marchandises, ça va arriver juste à temps. Et puis on assistait à un phénomène extraordinaire de gigantisme qui s'est créé. Il y a une vingtaine d'années, vous savez tous, les porte-containers, on calcule leur capacité en boîtes, ce sont les conteneurs 20 pieds. Il y a 15-20 ans, un beau porte-conteneur, c'était 6000 boîtes, et puis ce que vous avez vu passer, c'est 6, puis 8, puis 10, puis 12, puis 16, et aujourd'hui on est à 24 000 boîtes. Alors pour vous donner une image, parce que c'est quand même pas très parlant, si vous mettez toutes ces boîtes du bateau sur un camion, en fait il vous faut 12 000 camions. Et ces camions, si vous les mettez, excusez-moi le terme, mais c'est le terme cul à cul, et ben vous reliez la Tour Eiffel jusqu'à la Grand Place de Lille. Et donc vous arrivez à un système qui est absolument monstrueux. Et ce gigantisme, il a une problématique, c'est qu'on n'a plus aucune souplesse en fait dans la gestion. Pour recevoir un bateau de 24 000 boîtes, il n'y a que quelques ports qui peuvent le faire. Et si le port est encombré ou si vous avez quoi que ce soit comme problème, ben en fait, votre bateau, il n'a plus qu'une chose à faire, il faut qu'il attende. Et ça, c'est vraiment notre sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que ce gigantisme, et qu'on va retrouver aussi en aérien, vous l'avez vu avec l'Airbus A380, ce sont des choses qui sont gigantesques, donc qui prennent beaucoup de marchandises. Et dès qu'il y a un petit problème, eh ben, toute la chaîne s'enraye. Et ce gigantisme, on va le retrouver forcément dans les moyens de manutention,
à Roissy, on va le retrouver dans les ports, on va retrouver, et donc on est en train d'accumuler un système dans lequel le moindre grain de sable va venir poser un problème gigantesque. On a parlé de l'Ever Given, c'était très intéressant, effectivement. Ce n'est qu'un bateau qui s'est échoué, mais comme l'a dit Régis, on s'est retrouvé d'un seul coup avec 400 bateaux bloqués, avec rien qui ne va plus. Aujourd'hui, on a aussi un autre problème, c'est que, je vous l'ai dit, les grains de sable, ils commencent à être nombreux. Alors on a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine qui perturbe considérablement beaucoup de flux. Ce que les gens connaissent peut-être moins, c'est qu'on a beaucoup parlé dans la restauration de l'effet post-Covid, c'est-à-dire beaucoup de monde a changé de métier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le transport et dans la manutention, nous avons exactement le même problème. Et dans les pays développés, on estime qu'on a perdu à peu près 30% des capacités de manutention sur le personnel et sur le trucking. Donc on est vraiment en flux, là pour le coup, très tendu. Et ce sont tous ces problèmes que nous, logisticiens, on va récupérer après. Quand Catherine a besoin, comme elle le dit, d'avoir ces conteneurs qui arrivent, il faut absolument qu'on gère cette situation. Et aujourd'hui, on est vraiment à un point de rupture. C'est-à-dire le gigantisme doit s'arrêter, si vous voulez. Ça, c'est notre sujet à nous. Vous avez cité le record de 24 000 boîtes. Alors, est-ce que c'est le record, comment on dit en maths, c'est le maximum qu'on va atteindre? Est-ce qu'il y a des projets d'aller encore plus loin ou on est plutôt en redescente? Alors, il y a des projets, puisqu'on a vu passer des projets, il y en a beaucoup qui sont au courant, des projets de catamarans, de porte-conteneurs catamarans de capacité de 36 000 boîtes. Mais aujourd'hui, on assiste, et heureusement, à une grande machine arrière de la part des armateurs. Aujourd'hui, beaucoup d'armateurs qui avaient commandé des très gros bateaux ont pris conscience que ces gros bateaux, ces énormes bateaux, ne sont viables que sur le leg Asie-Europe et Asie-États-Unis. Point barre, c'est fini, il n'y a que là où ils pourront être utiles. Et aujourd'hui, les armateurs ont annulé massivement toutes leurs commandes de gros bateaux pour recommander des plus petits, des 3 ou des 6 000 boîtes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'aujourd'hui, il fallait revenir à de la taille beaucoup plus petite et beaucoup plus flexible. Dans les grains de sable que vous avez cités, j'ai l'impression de ne pas avoir entendu parler du blocage des ports chinois et du port de Shanghai. C'est un sujet ou ça s'est débloqué? C'est un sujet. Tout le monde a parlé du port de Shanghai. Au moment où le port de Shanghai était bloqué, il faut savoir qu'il y avait de la congestion partout dans le monde. Et je pense me souvenir que c'était mi-avril, on avait un porte-conteneur sur 5 dans le monde qui était bloqué aux États-Unis, à Los Angeles. Alors on parle toujours de l'Afrique. Oui, effectivement, il y a du blocage en Afrique, mais les blocages majeurs étaient en Europe, surtout aux États-Unis et puis à Shanghai. Et donc on avait un système complètement bloqué puisque ces gros bateaux étaient bloqués devant les ports. Et partout, je vous dis, on avait un porte-conteneur sur 5 de la flotte qui était bloqué devant un port. Ça, c'est le record d'avril. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mais dès qu'il y aura la moindre tension, on en commence à entendre parler, nous aujourd'hui, un petit peu notre angoisse, ce sont les mouvements sociaux. On a un manque de main-d'œuvre. On a des situations sanitaires compliquées, on a une inflation qui est galopante, on a des gens qui vont avoir beaucoup de problèmes pour se nourrir. Et donc, ce que l'on redoute beaucoup, ce sont les mouvements sociaux. Vous voyez, on commence déjà à en parler en France sur des blocages de sites gaziers et l'industrie portuaire va se retrouver confrontée à ces problèmes-là, c'est évident. Pascal Tatin, pour vous, les grands risques dans l'aérien, le grand risque, c'est quoi? Effectivement, je pense que le grand risque, c'est l'accident, puisqu'on n'aura peut-être pas les mêmes problèmes que vous avec vos porte-containers. On a eu des gros accidents qui ont été dus à des piles et batteries au lithium à une certaine époque. On peut parler d'un 747 de l'UPS qui s'est écrasé vers Dubaï, un Asiana qui s'est perdu vers l'Asie. Suite à des grosses charges de piles et batteries au lithium, pas forcément des grosses énergies de piles, mais des toutes petites piles qui ont été mises les unes à côté des autres sur des palettes et qui, dès qu'il y en a une qui se met en emballement thermique, va contaminer toutes les autres et va faire une méga catastrophe. Donc pour nous, le risque, c'est l'accident, bien sûr. Particulièrement tout ce qui peut se retrouver dans les marchandises dangereuses qui sont cachées ou non déclarées ou mal déclarées. Normalement, tout le monde doit appliquer la loi, tout le monde doit être sûr de proposer à l'exploitant aérien quelque chose qui soit bien déclaré. C'est sûr que pour nous, un colis de marchandises dangereuses qui est bien étiqueté, bien marqué, bien déclaré, ça ne sera pas pire que le bagage d'un passager qui, lui, peut contenir plein de marchandises dangereuses qui sont très graves. Ce qui nous inquiète le plus, c'est les marchandises dangereuses cachées et non déclarées, puisque celles-là peuvent faire très mal quand on est en aérien. Les marchandises dangereuses, on en a parlé tout à l'heure, Régis, dans les porte-containers, ça peut aussi déclencher tous les incendies qu'on a vus hier. Est-ce qu'on a fait le tour des risques ou est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent? Oui, il y a ce problème qui nous préoccupe.
Comme vous le disiez, les marchandises mal déclarées, ou faussement déclarées d'ailleurs. Faussement déclarées. Donc on a pu voir, on était habitués, bon, les incendies à bord de navires, c'est pas une nouvelle tendance, hein. Mais on était plus habitués avant que l'incendie trouve son origine dans la salle des machines. Donc sur les porte-conteneurs, on a vu plusieurs cas avérés ou suspectés d'incendies causés par des marchandises dangereuses, notamment les batteries lithium, mais pas seulement. Et puis voilà, on a tous en tête le Maersk Conam, par exemple, en mars 2018, le Yatian Express en 2019. Pour arriver, là, c'est pas vraiment une marchandise mal déclarée, mais plus récemment, cette catastrophe concernant 4000 véhicules Volkswagen qui a été aussi évoquée hier, j'y reviendrai pas. Bon, mais là, on est vraiment sur le sujet de l'électrification de l'économie, je dirais, qui vient causer des risques supplémentaires. Et les marchandises mal déclarées, on va trouver aussi ce phénomène par rapport sur une autre tendance qu'on a remarquée. Donc que j'évoquais rapidement tout à l'heure, les pertes de conteneurs par-dessus bord. Donc là, il y a eu quand même, voilà, pour citer, en 2019, il y avait le MS Zoé avec 300 conteneurs qui sont passés par-dessus bord. Et fin 2019, début 2020, on a eu une série assez exceptionnelle de 3 navires sur la même route entre le Japon et l'ouest des États-Unis. Donc là, on est dans le Pacifique et tout le monde pourra penser aussi au Vaxellerat, et j'y reviendrai, mais avec donc 3 événements, le Wanapus, le Maersk Essen, le Maersk Eindhoven, donc ils se sont retrouvés pris dans des conditions de mer difficiles, mais ça aussi on n'était pas spécialement, enfin je veux dire c'est pas nouveau ça non plus d'avoir des conditions de mer difficiles. Alors c'est vrai qu'elles sont de plus en plus difficiles avec le dérèglement climatique, mais on voit aussi que dans ces événements-là, on a pu identifier déjà des problématiques de mauvaise déclaration de marchandises. Cette fois-ci, pas le contenu, la nature des marchandises, mais le poids des marchandises. On a vu ces événements, au-delà des mauvaises déclarations, mais ces événements, cette pression du e-commerce, comme j'ai l'habitude de le dire, je le disais tout à l'heure, qui vient générer ou presque favoriser, entre guillemets bien sûr, des erreurs humaines. Donc ces erreurs humaines de mauvaise déclaration, par rapport aux pertes de conteneurs, des erreurs d'empotage de conteneurs, de mauvais arrimage. Donc on enchaîne un peu plus les risques d'erreurs humaines quand on est sous pression, quand il y a un volume énorme à gérer. Et pour revenir sur le phénomène climatique, c'est pas seulement le phénomène climatique en lui-même, mais et on revient sur le gigantisme, plus les piles de conteneurs sont hautes, plus la prise au vent, tout simplement, est importante. Et si en plus, en haut, il y a une marchandise trop lourde, voilà. On a une estimation du nombre de containers qui tombent à l'eau tous les ans? Tous les ans, non, mais par exemple, le Zoé, c'était 300 conteneurs, et ces trois enchaînés, là, c'était plus de 3000 conteneurs. Donc, oui, c'est ça. Et on a eu aussi en début d'année le Madrid Bridge avec une 60aine de conteneurs. Lui était dans l'Atlantique. Voilà. Donc c'est aussi un sujet plus large. On parlait de ESG, de développement durable, etc. Mais vous voyez, quand parfois les sujets ne sont pas toujours remontés dans les médias mainstream, mais des conteneurs qui se promènent dans l'eau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et c'est pas le but du transport maritime. Alors, quelles sont les solutions possibles? Sur quoi est-ce que vous travaillez les uns et les autres pour tenter d'améliorer la situation? Sylvain, peut-être Alors, d'abord, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le transport est quand même nettement plus, je vais peut-être en choquer certains, mais nettement plus qualitatif qu'avant. Il faut voir le nombre de normes, de conventions internationales, de règlements étatiques ou de normes que nos clients nous imposent. On est arrivé à avoir des agréments pharma, quasiment pour tout type de marchandises, donc pour les pharma, pour l'agroalimentaire, pour le vrac, on a pour les douanes avec l'OEA. Donc on a déjà énormément de réglementation, ce qui fait que le transport est déjà, je dois avouer, quand même un peu plus qualitatif. Là où il perd de la qualité, je rejoins tout à fait Régis, c'est sur la pression qu'on va subir, où il y a la règle et puis il y a les gens qui vont la contourner parce qu'il y aura trop de pression. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire.
La deuxième chose qui est très moderne aussi, c'est qu'on surveille beaucoup plus nos sous-traitants, nos intervenants. On va faire des audits, on est beaucoup plus regardant sur la qualité de service, quel que soit l'endroit du monde. Et j'ai un peu la prétention de dire qu'aujourd'hui, on est capable de trouver des gens qui savent transporter des choses très compliquées un petit peu partout. On va trouver des spécialistes du transport du satellite, du transport de luxe, du transport de fonds, de la pharma. On va trouver des gens qui savent faire. La deuxième chose, l'autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on s'inscrit aussi dans tout ce qui est data, dans tout ce qui est numérique, c'est qu'on essaye maintenant de suivre au plus près nos marchandises. On est quasiment, aujourd'hui, les systèmes existent pour suivre quasiment en temps réel les marchandises, où qu'elles soient. Ça veut dire les suivre en positionnement, ce qui peut être très utile pour le logisticien, mais on a aussi toute une flopée de systèmes informatiques et de capteurs qui sont capables de détecter de la lumière dans un conteneur, ça veut dire qu'il a été ouvert, de découvrir un choc, on peut déterminer les chocs, d'enregistrer la température, d'enregistrer l'humidité. Donc on est capable non seulement d'avoir ces informations, mais on peut aussi les traiter en temps réel. Un conteneur qui est ouvert, on est capable de prévenir l'autorité portuaire de l'endroit où il est pour aller le rechercher. Ça, c'est vraiment aussi ce sur lequel on travaille. Alors c'est pas très facile parce que le principal obstacle de toutes ces choses-là, c'est d'abord ça coûte très cher, ces systèmes coûtent très cher parce qu'il faut non seulement les fabriquer, les installer, puis on est aussi logisticien, il faut aussi les ramener à la maison pour qu'ils puissent repartir dans un autre sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième problème qu'on a, qui est un problème technique, c'est un problème de captation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer que la balise qui est dans un conteneur, le conteneur en fond de cale et le navire au milieu de l'océan Pacifique va pouvoir capter. Ça, c'est aussi un problème qu'on a. Et la dernière chose, mais ça c'est le b.a.-ba de la logistique, c'est qu'on travaille beaucoup sur des plans B, des plans C, des plans D. Il faut aujourd'hui qu'on soit un petit peu malin, qu'on soit agile et qu'on soit capable d'anticiper une situation et comment gérer une situation de crise et qu'est-ce qu'on va trouver comme autre solution pour arriver à destination. Catherine Lopez, chez Sanofi, quelles sont vos grandes actions ? Alors, nos grandes actions sont multiples. Des grandes actions traditionnelles, les clauses contractuelles ou les lessons to be learned à partir de l'analyse de la sinistralité. Il y a aussi les bonnes pratiques, des vidéos avec des messages clés, du e-learning demain, du e-learning obligatoire, mais je voudrais pointer deux solutions qui pour moi sont majeures. C'est la façon dont nous avons abordé le risque cyber. Donc sur le risque cyber, nous avons convaincu avec la supply chain parce que nous avons découvert que l'équipe informatique, avec un partenaire externe en fonction des tailles des fournisseurs, évaluer la maturité de la protection cyber de nos fournisseurs qui sont amenés à traiter, échanger ou stocker nos données. Et donc j'ai expliqué au département informatique que les datas sont importantes, mais les produits tout aussi, face à un monde du transport, est beaucoup exposé au cyber-risque. Donc aujourd'hui, dans les appels d'offres globaux transport en multimodal, donc air, route et mer, nous allons donc apprécier en prérequis la maturité de la protection cyber de nos preferred partners. Nous leur avons expliqué leur démarche, la finalité, et c'est un challenge gagnant-gagnant finalement de faire vérifier la maturité de la protection cyber et de travailler ensemble à l'amélioration de ce risque. Donc ça, ce sont vos équipes qui vont aller auditer ou vous envoyez des... C'est des tiers. Ce qui permet de mettre en confiance le partenaire, c'est un tiers. Et les données ne sont pas partagées que le résultat avec nous, de manière à pouvoir définir des axes d'amélioration du risque chez le partenaire. Voilà. Vous éliminez déjà des prestataires éventuels parce qu'ils n'ont pas le niveau, ou vous essayez de les accompagner? Nous essayons d'inciter. Et l'idée, c'est pas d'éliminer, c'est d'embarquer avec nous vers la sécurisation qui leur profite et nous profite. Donc c'est ce que j'appelle un challenge gagnant-gagnant. Donc ça c'est sur le cyber, mais le projet le plus important à double facette, c'est sur l'identification des accumulations, des concentrations de produits et accumulation de valeur, où là nous avons deux solutions qui coexistent entre elles et qui se complètent. Une première solution avec un partenaire où on met des devices qui ne sont pas au lithium, donc je rassure tout le monde sur le côté dangereux, avec une durée, une autonomie très très longue et donc qui permettent de tracer en temps réel. Ces devices sont reliés à des hubs 24/24, 7 jours sur 7, qui sont présents partout dans le monde. Il y a 5 hubs qui reçoivent nos datas
Et dans ces hubs, il y a des cahiers des charges très précis avec un système, dans certaines situations, d'alerte et d'escalation des alertes, d'escalade des alertes, auprès des partenaires qualité-sécurité Sanofi dans le monde pour essayer d'agir sur le risque en temps réel. Ce qui veut bien entendu dire, ça ne pourra pas être en transit maritime pur, puisque là, il est difficile, mais ça peut être au port, notamment sur le plugage des conteneurs, qui peut être donc une action en temps réel sur la route et dans les airs. Et ça, c'est très efficace. On a eu un exemple avec le Brexit, où une déviation de route, il y a eu une alerte. On a contacté, le hub a contacté la sécurité anglaise chez nous, et la sécurité anglaise a appelé le chauffeur et a demandé ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passait? Du fait de la congestion des camions dus au Brexit, il avait mis son Waze pour trouver un nouvel itinéraire non encombré, et du coup nos produits n'ont pas été bloqués. Et ça, je trouve que c'est un niveau d'information, un vrai pilotage en temps réel du risque, et c'est un plus. C'est vraiment l'idée, c'est d'agir sur le risque en temps réel, c'est un premier volet. Le deuxième volet, qui est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est le scoring de risque dans les ports et les aéroports, donc l'identification des concentrations et scorer le risque, où là, une fois qu'on a identifié, donc sur un outil développé avec nos assureurs, donc nous rapprochons les flux des produits majeurs et stratégiques, plus de la sinistralité, avec pour finalité, dans un port donné à un moment donné, de scorer le risque encouru par cette concentration de produits, en prenant en compte des paramètres externes que sont le risque catastrophe naturelle dans la zone portuaire ou aéroportuaire et le risque géopolitique. Et de scorer le risque pour ces enjeux majeurs de manière à pouvoir véritablement repenser le flux, le redesigner en mettant face à face le coût que va nécessiter un redesign, et puis pour limiter le risque, c'est-à-dire on va définir un montant maximum de risque acceptable, au-delà duquel, effectivement, ça va générer des surcoûts de redesigner le flux pour limiter le risque, sachant qu'on va mettre le surcoût face à la perte potentielle majeure. Voilà. Et c'est vraiment l'idée que est-ce qu'il faut attendre d'avoir un accident pour mettre sa ceinture de sécurité, ou est-ce qu'on doit mettre sa ceinture de sécurité pour éviter l'accident? Et mon slogan, c'est de dire une seule fois suffira. Je voulais peut-être revenir sur l'exemple précédent que vous donniez. Vous m'aviez parlé d'alerte. En fait, le hub qui reçoit toutes les données va vous alerter si un container, ou si une palette est trop exposée à la chaleur, par exemple. Vous avez ce type d'alerte. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? D'appeler la personne qualité qui peut agir en temps réel dans la zone où l'alerte est déclenchée. Et de rebrancher le container. Concrètement, ça va être ça. Exact. Ça vous arrive beaucoup. Quelle est l'utilité de ce type d'alerte? Vous vous rendez compte que le hub il est en permanence sollicité, compte tenu des volumes? Alors, finalement, depuis que nous avons développé cette solution, je vous ai parlé de l'exemple du Brexit, on a eu quelques déviations de température. Ça a permis de dévier le flux pour changer de camion, notamment parce qu'une des raisons, c'est un dysfonctionnement du véhicule, une des raisons des pertes. Ce qu'on a pu aussi, c'est se rendre compte que dans certaines déviations, l'intensité, parce que ce qui compte, c'est l'intensité de la température et la durée de cette intensité. Donc l'intensité était forte, mais la durée était courte. Donc ça nous permettait de savoir que le produit sera intact. Voilà. Et quand le produit n'est pas intact, de l'arrêter en route. Voilà. Donc ça a plusieurs vertus. Ces solutions sont totalement déployées ou pas encore Totalement déployées sur les flux stratégiques. Et aujourd'hui, pour nous, un flux stratégique, c'est des flux à destination de l'Ukraine et de la Russie, puisque comme tous nos flux à destination de l'Ukraine et de la Russie sont traqués, tracés avec alerte. Pascal Tatin, pour vous, quelles sont les solutions? On a évoqué rapidement les risques en soute. Qu'est-ce que vous regardez comme piste pour réduire les risques dans l'aérien? On a deux axes importants, la prévention, la formation, qui vont ensemble, et la détection. Pour la formation, je pense que c'est pareil dans le maritime. Tous les acteurs de la chaîne du transport aérien doivent être formés au transport de marchandises dangereuses, que ce soit de l'expéditeur jusqu'à l'emballeur, jusqu'au transitaire, l'assistant aéroportuaire et l'exploitant aérien.
On a imposé, c'est l'association IATA des transporteurs aériens qui a commencé avec ça, on a imposé un nouveau mode de formation qui sera basé sur les compétences et sur la fonction des personnels au lieu d'être basé sur le titre et la qualité du personnel, juste pour que la fonction soit bien reconnue ou les fonctions soient bien reconnues. Et ça va s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. Prévention, on a imposé à l'OACI, puisque je représente la France au Dangerous Good Panel à l'OACI, on a imposé des normes et des mesures d'atténuation qui sont assez importantes. En plus de la séparation des marchandises dangereuses, par exemple, on a imposé que le lithium soit séparé systématiquement de tout ce qui est inflammable et comburant pour éviter d'autres emballements thermiques et d'autres problèmes majeurs. On ne va pas parler des radioactifs non plus, parce que ça, c'est pareil. Toutes ces mesures d'atténuation sont assez importantes de manière à ce qu'on diminue les risques à l'intérieur d'un avion. Risque, pourquoi? Parce que ensuite, si on a un déclenchement de feu ou une explosion à bord d'un avion, il va falloir pouvoir agir alors qu'on est en l'air, ce qui est un peu plus compliqué que sur un bateau, je présume. Le problème majeur, le risque toujours avec le lithium, c'est qu'un emballement thermique de piles et batteries au lithium, ça ne s'éteint pas avec un extincteur de soute. L'extincteur de soute ne peut pas éteindre ce type de feu. Pour éteindre un feu de batterie au lithium, il faut refroidir, donc il faut mettre de l'eau, et on ne met pas d'eau dans les avions. Donc on a un petit souci avec ça. Donc on essaye de séparer les marchandises et de les protéger mieux, de manière à ce que s'il y a un incident, on puisse atteindre un aéroport adéquat pour pouvoir régler le problème au sol, en plus de le faire en vol. Le deuxième axe, c'est donc la détection. La sûreté, ce qu'on appelle security in English, la sûreté est là pour détecter des explosifs, et uniquement de l'explosif. Ça, c'est la norme européenne par rapport à la Commission européenne qui l'impose. Détecter de l'explosif pour éviter les actes de terrorisme, ce qui est très bien en soi, mais par contre, on aimerait que la sûreté puisse aussi agir sur la détection de ce qui est marchandises dangereuses à bord des colis ou à bord des bagages de passagers en plus, de manière à pouvoir éviter tout ce genre d'incidents. Donc, détection et prévention, formation, ce sont les deux grands axes que nous avons en ce moment à la DGAC. Vous parlez beaucoup formation, et j'ai envie de vous emmener vers le recrutement. Est-ce qu'il y a des sujets de recrutement? Est-ce que le recrutement va être un peu différent aussi dans la supply chain ces prochaines années? Par exemple, Stéphane. Alors, Sylvain. Comme je vous l'ai dit, le métier de logisticien était vraiment devenu un métier d'ingénieur. C'était cartésien, c'était carré, on va du point A au point B, tout va très bien. Aujourd'hui, clairement, ce que je vous ai dit, c'est qu'on gère trop de risques, en fait. On a trop d'aléas et on est en train de les découvrir. On se les est pris un peu dans la figure violemment, mais on est en train de gérer beaucoup d'aléas. Et aujourd'hui, la dimension risque, elle va devenir une composante majeure du métier de logisticien. C'est-à-dire, fini le calcul, le zéro stock, il faut que je gère ça au petit mieux. Quelqu'un chez nous disait, je crois que c'était assez intelligent, il nous a dit, aujourd'hui, la route la plus courte n'est plus la meilleure, parce que c'est pas forcément la plus fiable. Et donc aujourd'hui, le but du logisticien, ça va être d'intégrer ce risque de plus en plus et de prévoir ses plans A, ses plans B et de gérer. Donc on va devenir, moi, à notre niveau, on considère que le logisticien va plus devenir un gestionnaire de risque en tant que tel. Il va falloir qu'il anticipe. Et donc effectivement, ça va être un premier axe d'évolution du métier de la logistique. Et puis le deuxième, c'est tout ce qui est informatique, développement, où là on est devenu très très virtuel maintenant dans les domaines. Et comme dans toutes nos activités, je pense, on va être de plus en plus avec des gens qui sont assez calés en informatique et en suivi de système, en collecte de data, puis en étude de data, parce que c'est bien de les collecter, mais il faut aussi les étudier, puis en faire quelque chose. Donc ça va être deux évolutions qu'on va voir, à mon avis, dans le domaine de la logistique. Régis Broudin, en complément, je vous voyais écouter et approuver, alors à la fois sur les profils et même plus globalement sur les solutions. Je pensais à une chose aussi, c'est, Sylvain l'évoquait, l'effet post-Covid avec les manques de ressources parfois. Donc on le voit aussi, j'ai en tête ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, vous avez peut-être vu ça dans la presse, la difficulté à trouver des chauffeurs de camions. Et on le voit, nous, la tendance là-bas. Par exemple, récemment, un sinistre impliquant un accident de camion avec un chauffeur âgé de 19 ans. Alors,
Non pas que l'âge soit un problème en soi, hein, le talent n'a jamais attendu le nombre des années, ouais. Mais la valeur n'attend point, oui, bon bref, je referme la parenthèse là. Mais en tout cas quand même, on sait que en termes sur ces métiers-là, l'expérience, les heures de route, les heures de vol en aviation sont importants. On aura aussi le sujet des équipages à bord, hein, soit pour la même raison, soit plus dramatiquement, et ça sera peut-être évoqué tout à l'heure, on sait quand même que les équipiers russes et ukrainiens font partie des principaux équipages dans le monde, hein, et les plus qualifiés. Voilà. Pour ce qui est du point de vue Allianz, donc ce qu'on a vu très clairement dans nos statistiques sinistres, hein, ce que j'évoquais d'une certaine manière tout à l'heure déjà, depuis 3-4 ans, c'est une aggravation de ce type d'événement. Donc une fréquence et une aggravation. Une aggravation parce que, liée aussi au gigantisme, pour revenir sur le Mersconam, quand un porte-conteneur brûle, ça a été évoqué hier, difficile d'identifier le départ de l'incendie, mais aussi difficile de l'éteindre. Les équipiers ne peuvent pas le faire, on voit de plus en plus, ça a été le cas récemment sur le Felicity Ace, les équipages quittent le navire immédiatement. Ils se retrouvent, ils sont à bord du navire et ils se retrouvent face à un immeuble. D'ailleurs, on l'a vu hier, je disais l'approche logistique, mais bientôt c'est une approche property. Hein, quand on parle de mettre des sprinklers dans tous les endroits du navire, c'est plus l'expérience de nos collègues des branches dommages qui nous sert ici. Mais c'est vrai que si on imaginait un équipage d'une vingtaine d'équipiers sur un 20 000 boîtes comme l'Evergiven ou un 15 000 comme le Mersconam, on se retrouve devant une cathédrale. Et ensuite, la société d'assistance, fut-elle la plus forte dans le monde comme Smith, c'était le cas pour Mersconam, a eu même plus de temps, mis plus de moyens pour éteindre l'incendie, mais ensuite aussi a eu des difficultés pour trouver un port de refuge. Parce qu'il faut aussi savoir que l'augmentation de la taille des navires n'a pas été corrélée d'une augmentation de la taille des ports. Hein, donc des efforts ont été faits pour approfondir, draguer les chenals d'accès, pour améliorer les facilités, les équipements, mais la taille des ports n'a pas forcément changé. Donc le Mersconam avait dû aller jusqu'aux Émirats Arabes Unis pour trouver un port de refuge. Donc le compteur a tourné plus longtemps, les frais d'assistance plus importants. Donc en un mot, dans le passé, un cas d'avarie commune nous arrivait une contribution en gros de 15%, peut-être 20%, et on l'a vu depuis 3-4 ans, de plus en plus, on approche les 50%. Mersconam, Yatan Express, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est l'aggravation. Et puis aussi les avaries communes. Précédemment dans l'assurance, vous le savez tous, je pense, vous vous en souviendrez, la marée commune, on traitait ça comme un événement majeur qu'on pouvait lisser dans la stat. Désormais, c'est devenu, je me répète, mais un événement de fréquence d'intensité. Et il n'est pas rare de voir certains de nos clients, de nos assurés préférés, être impliqués, entre guillemets, sur 2-3 cas d'avarie commune par an. Donc voilà, ça change complètement notre approche. Et donc, une fois que j'ai dit ça, comme d'autres l'ont dit sur d'autres sujets depuis hier matin, il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas d'exclure, il s'agit d'accompagner. Donc on va plus parler de prévention, comme je le disais en début de table ronde, une approche plus logistique que shipping, donc qu'on accompagne nous aussi nos clients, et particulièrement nos clients cargo, mais aussi nos clients freight forwarder, avec le soutien de nos ingénieurs marines, en l'occurrence chez d'Allianz Risk Consulting, pour travailler ensemble sur la meilleure façon de définir des procédures à chaque étape du transport, de définir des procédures au moment de l'empotage du navire, puis avec le freight forwarder, avec Sylvain, d'obtenir des garanties sur le mode de transport, sur la qualité du navire, sur les mesures de sécurisation des marchandises, sur le plan de voyage complet incluant les transbordements. C'est aussi, et ça c'est un vieux principe, mais facile à dire, pas facile à faire, mais rappelons-le quand même, essayer autant que faire se peut de séparer les expéditions pour éviter l'accumulation des risques, aussi bien à bord du porte-conteneur que sur le port de Shanghai par exemple. Et puis un autre point, peut-être un peu plus provoquant, mais c'est peut-être refaire une analyse des coûts de transport, de son approche des coûts de transport, parce que je dirais que l'option la moins chère n'est pas forcément la meilleure option.
Et si on revient sur nos cathédrales de conteneurs, on sait que plus le conteneur est en haut de la pile, moins c'est cher. Mais plus on descend bas dans la pile, c'est plus cher, mais c'est plus sûr. Et plus on se retrouve en cale également. Enfin voilà, c'est un ensemble, mais il faut bien sûr que, comme sur d'autres sujets, plus que jamais, nous travaillons ensemble, assureurs, courtiers, assurés cargo, commissionnaires de transport, dans nos relations business du quotidien ou dans des forums comme aujourd'hui, dans d'autres chantiers. Parimat est là aussi pour, je pense, pour favoriser ce genre d'échange entre les différents acteurs de l'écosystème transport. Alors, vous l'avez dit, vous n'interdisez pas, vous incitez parfois. Est-ce que vous incitez à l'utilisation de bateaux plus petits, enfin Oui, tant que faire se peut, encore une fois, mais on a tous, on n'a pas interdit, ça s'est développé, mais il ne s'agit pas de dire que c'est un mal absolu. Hein. C'est parti, on a tous été dans ce système-là, finalement. Hein. C'est la mondialisation, c'est aussi une économie d'échelle, hein, donc avec plus de valeur à bord, un seul transport. Peut-être plus, on pensait que ça pouvait être plus respectueux de l'environnement aussi, hein, avec moins de navires qui circulent. Voilà, maintenant on s'adapte. Donc c'est pas parce qu'on était lamentable avant, non, c'est que on apprend en marchant et voilà, on ajuste les choses. Mais il y a aussi tout un ensemble de la supply chain. Et si on parle des batteries de lithium, et je terminerai sur ce point, on sait que, sauf erreur de ma part, ces fameuses batteries qui alimentent nos objets préférés, hein, dont on ne peut plus se séparer, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs portables, les vélos électriques, etc., 80% est produit en Chine. Donc ça veut dire que nous sommes dépendants, si on veut continuer de pouvoir en profiter, de les faire transporter. Donc c'est vraiment l'enjeu du présent et du très proche futur. Sylvain, une réaction sur la taille des bateaux peut-être ? Alors sur la taille des bateaux, oui, le terme cathédrale est très très sympathique, est tellement vrai. C'est vrai que ça devient des sinistres ingérables. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a une nécessité de refaire du plus petit. Et les armateurs l'ont compris maintenant, donc à part deux grandes lignes que je vous ai décrites, ils vont laisser les gros bateaux, mais on va revenir sur des petits bateaux. L'avantage du petit bateau, c'est que d'abord économiquement c'est plus intéressant, parce qu'il s'est passé aussi quelque chose dans le monde. On avait des petits bateaux de 3000 boîtes, et puis on avait des bateaux de 6000, puis quand on est passé de 12 000, on a mis les 12 000 sur les grosses lignes, et puis on a mis les 6000 sur des petites lignes, et puis c'est monté. Et aujourd'hui, vous avez des armateurs qui se retrouvent avec des bateaux avec des capacités phénoménales sur des petites lignes, qui n'auraient besoin que de 3-4 000 boîtes, et donc là l'économie ne marche plus, l'économie d'échelle dont parlait Régis ne marche plus. Donc on va redescendre, et les armateurs sont très en train de le faire, redescendre vers des petits bateaux et des petites lignes, et nous, logisticiens, ça nous va très bien, parce qu'il y a un sujet aussi, c'est pas l'objet aujourd'hui, et pourtant Dieu sait qu'il a complètement détruit la logistique, c'est le manque de conteneurs. En fait, pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de conteneurs. Alors, il n'y a pas eu de conteneurs pour plusieurs raisons. C'est que les armateurs, au début du Covid, se sont dit on est parti sur une crise longue, donc on va faire le ménage dans nos conteneurs. Un conteneur, généralement, il est scrappé tous les 10 ans. Et puis là, les armateurs, ils se sont dit on va les scraper à partir de 8 ans, donc ils ont pour entamer leur remplacement. Deuxième chose, les usines de conteneurs se sont arrêtées en Chine à cause du Covid. Donc ça, c'était le deuxième problème. Et le troisième problème qu'il y a eu, c'est que je vous ai dit qu'on faisait des gros bateaux plutôt que faire des petits. Donc c'est-à-dire que plutôt que faire des lignes directes, je vais dire n'importe quoi, Shanghai-Dunkerque, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Shanghai-Le Havre avec un gros bateau et du Le Havre-Dunkerque par un petit bateau. Mais là, il faut gérer ce qu'on appelle le conteneur vide. Parce qu'un conteneur, et je vous parlais tout à l'heure de la balise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a besoin d'autant de conteneurs à l'import qu'à l'export. Aux États-Unis, on estime par exemple que quand on importe 10 conteneurs pleins, on en sort 2. Ça veut dire qu'il en reste 8 vides. Donc il faut gérer ces 8, il faut les ramener en Asie. Et ça, c'est un boulot extrêmement compliqué et qui est encore plus compliqué quand vous avez des gros bateaux, parce que vous multipliez les feeders et donc vous multipliez les moyens de transport. Et donc on est arrivé à une catastrophe, c'était justement le manque de conteneurs qui commence à être résorbé maintenant, mais qui a pénalisé considérablement. On a vu dans nos métiers des prix de conteneurs complètement ahurissants, parce qu'il y avait un manque. Et sur l'Afrique, ça a été une catastrophe, justement ce manque de conteneurs, puisque les armateurs ont préféré remettre sur le Transpacifique, puis après sur
sur Asie-Europe. Et donc on s'est retrouvé, par exemple en Afrique, tout à fait pénalisé, et on est encore aujourd'hui, hein, je tiens à vous le dire, pénalisé. Les productions de cacao aujourd'hui, on n'arrive pas à les sortir parce qu'on n'a pas de conteneur. Et donc on commence à faire du cacao, ce qu'on appelle en conventionnel, c'est-à-dire en palette, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, on n'a pas de conteneur. Donc l'arrivée du petit bateau, le retour du petit bateau, je pense, va permettre beaucoup plus de refluidifier tout ce système de pouvoir toucher des ports, de pouvoir aller se dévier dans d'autres ports. Quand il y en a un qui est bloqué, on sera plus facile, et tout à l'heure Régis le disait sur les gros bateaux, on sera plus à l'aise pour aller se réfugier dans un autre port à côté, plutôt que d'attendre que le gros se libère. On est presque au terme de notre échange. Je voulais vous emmener sur un souhait, sur un vœu. Alors, si le génie de la lampe vous accordait un vœu, la période électorale est finie, mais on peut encore peut-être surfer sur la vague. Qu'est-ce que ce serait, Pascal Tatin? Ça serait qu'il n'y ait pas d'accident aérien, bien sûr, puisque c'est la norme de l'OACI. Ce serait le premier vœu, et c'est ce que tous les acteurs du monde du transport aérien essayent de faire. Ensuite, c'est qu'on puisse retrouver des avions qui nous permettent de transporter les volumes qui sont à transporter, puisque malheureusement, à cause de la guerre en Ukraine, on a perdu la cathédrale des airs, le fameux Antonov 225, le Mriya, mais aussi les Antonov 124. Beaucoup de gros avions, et des avions qui pouvaient faire des navettes très facilement avec des équipages ukrainiens ou russes. En fait, c'est ça le vœu, oui, c'est que tout se passe bien pour qu'on puisse transporter tout ça. Et on essaye de mettre en œuvre d'autres solutions alternatives, comme le fameux Beluga, que vous avez sûrement entendu parler, qui essaye de faire une seconde vie pour faire les transports de gros volumes au niveau du fret. Sylvain Mullier, votre vœu ou vos deux vœux? Alors moi, j'aimerais bien qu'on reparte à un fondamental, puisque j'ai fait des études de droit maritime, j'adore le droit maritime, et on m'a toujours appris que le droit maritime est à l'origine de la première règle de responsabilité qui tient compte du fait qu'il y a en face de nous un aléa qu'on ne saura jamais résoudre, qui est la mer. Et ça s'appelait le prêt à la grosse, c'est-à-dire on prête de l'argent, mais on ne sait pas si le bateau va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans un mode où on a la certitude. Le logisticien est sûr de ce qui va se passer. Vous le voyez sur un autre sujet, en agriculture, on est sûr qu'on aura chaque année le rendement de 100%, puis quand il n'est pas là, malheureusement, mais c'est la nature. Donc je pense qu'il faut vraiment que le logisticien, que l'industriel, que tout le monde réintègre ce concept que le transport, je suis désolé, mais il est forcément dangereux. Et c'est bien l'objectif du Sésame, des assureurs maritimes, c'est les premiers assureurs maritimes, le transport est dangereux. Et il faut réintégrer absolument cette notion dans la réflexion de tout le monde. Il y a un aléa et on ne saura peut-être pas le gérer. Catherine, un vœu? Alors, dans la lampe magique, il y a 3 souhaits. Donc, j'aurai 3 souhaits. Mon premier souhait, c'est comme il existe des départements HSE pour la protection des personnes dans les entreprises, je serais favorable, et aujourd'hui ça a été créé chez Sanofi à la Supply Chain, de Supply Chain Risk Management Team opérationnel qui agissent sur le risque dans le monde au jour le jour, puisque le risque, c'est tous les jours. Donc ça, c'est mon premier souhait. Et le deuxième souhait, c'est que nous travaillons ensemble sur les risques, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et nous allons plus loin et nous achevons plus. Et mon dernier risque, c'est que le patient soit satisfait. Régis, ce sera le vœu de la fin? Le vœu de la fin, waouh, grosse pression. Hein. C'est pour toi. Hein. Moi, je vais rebondir un peu sur vos vœux aussi. Je l'ai évoqué déjà, la prévention, ça, c'est pas nouveau, mais... Sylvain a raison, il faut sortir un peu de la logique de la certitude et assumer la situation d'aléa, mais en faisant notre métier d'assureur avec la prévention. Donc, et aussi appeler de mes voeux comme Catherine, de rapprochement beaucoup plus fort entre les acteurs de la chaîne, y compris assureurs, courtiers, assurés, commissionnaires de transport. Puis un deuxième vœu, et ça c'est un sujet aussi qui revient très fréquemment, mais que grâce à ces efforts de travail en commun, on puisse un jour pouvoir tracer un peu plus facilement tous les intérêts marchandises que l'on a à bord de chaque bateau ou à tout endroit du monde. Ça reste une réalité de tous mes collègues du marché en indemnisation. Quand un événement maritime survient, il est très facile, tout de suite on sait si on est impliqué
sur la couverture corps du navire, hein, c'est un navire, on a les références, le code IMO, la police, etc. Pour ce qui est du conteneur, on est toujours et ça marche de mieux en mieux, de manière très proactive, on doit lancer, en partenariat avec nos amis courtiers, le contact avec nos assurés pour est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des intérêts à bord? Et on a vu que nos assurés tu l'as évoqué Catherine, se sont énormément améliorés sur ce sujet. Mais on est encore loin de maîtriser complètement à chaque instant où sont nos actifs assurés. Voilà. Un beau vœu, ambitieux, mais pas pour dans si longtemps que ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous.